Hello tout le monde, c'est Maniac aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que je trouve que la dernière vidéo du chef Otaku est assez intéressante. En gros, à un moment, il a parlé du dernier trailer de SNK, il a parlé du foreshadowing et il a fait la comparaison entre Oda évidemment et SNK parce que évidemment pour percer dans le manga, il faut parler de Oda comme ça rapporte plus de vues parce que c'est Oda quoi, la guerre entre les fans de One Piece et les autres fans, évidemment c'est super important. Et du coup voilà, et du coup il y a eu une guerre sur Twitter, parce que Twitter c'est de la merde. De toute façon, les communautés animées Twitter, je le dis tout de suite, elles sont toutes débiles sur Twitter. Voilà. Toutes les communautés sont débiles. Tout simplement. Sur Twitter, dès qu'on est sur Twitter, c'est de la débilité sans nom. Mais l'Annie Twitter, du coup, qui est appelée, est encore pire probablement que quasiment toutes les autres communautés, je pense. Évidemment, une réponse qui est tirée, et je suis désolé si je vais avoir l'air insultant, mais en fait, je connais pas le mot en français, c'est des logical fallacies. En gros, en fait, ils utilisent des arguments prédéfinis qui, évidemment, pourront le mettre, ces arguments plus en valeur. Et du coup, le débat a l'air, évidemment, plus de orienté vers son point de vue que celui d'un autre, parce que il n'a pas fait les recherches, il n'a pas utilisé les bons arguments pour pouvoir débattre avec lui-même de est-ce qu'il a raison ou il a tort. Voilà, mais évidemment, c'est sa réponse. Donc voilà, moi je suis là pour donner un autre point. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitch ou qui ont vu d'autres vidéos, vous savez que je suis pas le plus grand fan de SNK. Pas pour autant que je dis que j'aime pas SNK. Je trouve que le manga est bien, voire très bien. Je trouve que l'anime est passé de médiocre à ses débuts à vraiment très très bien, voire excellent dans les deux dernières saisons. Bon, en saison 3 partie 1, j'avais encore un peu de problème, mais voilà. Je suis pas à jour sur les scans, je crois qu'il manque 2-3 mois, parce que j'attends qu'il se... En fait, le problème, c'est que j'attends qu'il en ait plein d'un coup, comme ça je peux tout lire d'un coup. C'est plus simple pour moi personnellement. Donc voilà, mais sinon je suis à jour en l'animé, je crois que ouais, je suis à peu près à jour. Là où la saison 4 devrait, la moitié de la saison 4, je crois la saison 4 partie 1 devrait s'arrêter, donc je pense que je suis à jour à ce moment-là. Et pour ce qui est de One Piece, évidemment, c'est pas trop un secret, hein, je suis un grand fan. Donc voilà. Évidemment, dans cette vidéo, il n'y aura pas d'attaque personnelle sur le chef, je trouve que ça ne change rien au débat. Le débat, c'est entre les arguments. Du coup, voilà, je suis totalement d'accord avec les gens qui disent enfin, quand le chef a dit que genre tout ce qu'ils savent dire c'est insulter moi et jamais utiliser d'arguments, c'est pas vrai. J'ai vu des bons arguments sur Twitter, j'en ai vu des très très bons des arguments sur Twitter qui n'ont pas été attaqués, et du coup là pour moi c'est la raison pourquoi c'est une des logical fallacies. En gros, c'est la manipulation des mots pour les mots et des contextes pour se mettre en valeur. Là, pour moi, ça a été un gros problème. C'est évidemment sur Twitter, il y a eu des très bons arguments pour une fois qui n'ont pas été attaqués, et du coup, il a fait passer tous les arguments comme étant juste des insultes, ce qui n'est pas vrai. Alors ouais, je suis d'accord. Hein. Dire que SNK c'est excellent et dire que Isayama arrive à faire des choses qu'Oda n'arrive pas à faire, c'est vrai. Faut pas penser qu'Oda a créé tout dans le manga, hein, c'est pas possible. C'est comme si je dis que les chorégraphies de combat dans les planches de Oda ne sont pas au même niveau que celles de Toriyama à son apogée, donc à l'arc des Namek, ou actuellement My Hero Academia ne saurait pas dire que Oda ne sait pas le faire tout court, ou que Oda est juste pas bon. C'est pas parce qu'on dit que quelque chose est mieux que ça veut dire que l'autre est mauvais, voilà, faut pas penser ça du tout. Parce que moi, quand il y a une horde de petits attardés sans aucune culture qui commence à frétiller à la moindre de mes paroles, moi ça m'excite. J'ai mis en VTL x2 parce que j'ai la flemme. La vidéo dure 22 minutes, un truc comme ça, 24. N'est qu'amour, donc je vais vous recadrer avec beaucoup de pédagogie. Mais c'est vrai qu'Isayama, c'est différent. En gros, il était d'accord avec moi, mais il voulait pas se mouiller. En gros, c'est ça. Non, pas forcément. C'est pas parce que tu veux pas dire que quelque chose, que l'un est meilleur que l'autre, ou que voilà, que tu veux pas te mouiller. Moi j'aime les deux. Je trouve que SNK c'est surcoté. Je trouve que SNK personnellement c'est un excellent manga. Si tu commences le manga, c'est un peu comme Kimetsu no Yaiba. C'est juste qu'il y a 1000 fois mieux partout en fait, voilà, tout simplement. Mais après, pour les fans de SNK, si vous aimez SNK, moi j'aime bien SNK, hein, c'est pas pour autant que je trouve que c'est excellent, je trouve pas que Isayama est un génie de l'écriture, je pense qu'il y a énormément de problèmes dans son manga, l'utilisation des planches est très là pour voir quand même, c'est un peu comme Belzebub, c'est-à-dire que parfois c'est très bien et parfois c'est de la merde, mais voilà, mais après de là à dire que SNK c'est nul ou de la merde, non. C'est juste que par exemple moi j'aime pas. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de travail à refaire sur SNK personnellement, surtout le manga. D'un point de vue mais on en reparlera, on utilisera ces exemples, parce que ce qui est simple en fait, c'est que vu que ça c'est une réponse, je n'ai pas besoin de rajouter des exemples, hein. Tout simplement parce qu'il les donne lui-même. Le principe dans un débat, c'est de pas... Il n'y a pas de bon ou mauvaise réponse, voilà, il n'y a pas de gagnant ou de perdant.
Voilà. Sauf, on va en parler un petit peu après. Il n'y a pas, normalement, dans un débat, il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Le principe, c'est évidemment de donner toutes les clés en main de chaque camp, et ensuite que les gens fassent leur avis. Pour moi, le thème de survie et le thème de n'importe qui peut mourir à n'importe quel moment, je trouve que c'est fait, refait et refait, c'est chiant, et que ça n'apporte absolument rien à part de la facilité scénaristique pour dégager un personnage et pour ajouter du choc pour faire parler plus facilement de son manga. Mais si c'est bien utilisé, comme dans certaines situations dans SNK, ça peut être bien fait. C'est pour ça que, au fond, j'aime bien SNK. Juste, je ne trouve pas ça incroyable. Je trouve qu'il y a énormément de facilité scénaristique et que beaucoup des techniques qu'il utilise ont déjà été utilisées et réutilisées, qui n'apportent absolument rien de nouveau au manga. Ça, c'est la différence que moi j'ai. Mais c'est pas pour autant que je vais dire que c'est de la merde ou qu'il faut pas le lire, ou absolument pas même. Je conseille à tous les nouveaux arrivants dans le monde du manga de lire Attaque des Titans, de lire Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, alors que moi j'aime pas du tout, encore une fois, de lire My Hero Academia, mais bon, ça je suis d'accord, c'est trop bien, mais voilà, de lire ces nouveaux mangas qui, beaucoup de, peut-être de vieux cons, comme on les appellerait, diront « Ouais, mais on l'a déjà eu, ou c'est refait, My Hero Academia, c'est comme Naruto, Kimetsu no Yaiba, c'est comme Bleach, Attaque des Titans, voilà. Attaque des Titans, c'est nul, c'est compliqué, c'est chiant. » Non, voilà. Mais, je conseille vraiment de lire, parce que, du coup, c'est des œuvres qui ont utilisé les techniques précédentes. Mais dans beaucoup de situations, ils l'ont utilisé moins bien. C'est juste que les mangas plus vieux, bah, ils ont d'autres codes qui ont été depuis changé qu'on a dans les nouveaux. Donc c'est bien de commencer avec les mangas actuels. Voilà. C'est vrai que la communauté One Piece, à part le chef, le One Piece, la communauté manga, les influenceurs manga en général, je les aime beaucoup la plupart, mais ils sont un peu pisse-froids, ils sont un peu on prend pas parti, on n'a pas vraiment d'opinion tranchée. Bon, t'as bien compris que moi c'est parce que les mangas. Alors ça je comprends pas, parce que les mangaka eux-mêmes sont pas tranchés. Les mangas et des animés depuis bientôt 8 ans que j'ai cette chaîne, je les gagne systématiquement. Alors, les débats sur Twitter, c'est de la merde, premièrement. Deuxièmement, tu ne peux pas gagner un débat. Le principe d'un débat, c'est qu'il n'y ait pas de gagnant. C'est la définition quand même du débat, c'est que chaque côté utilise des arguments et qu'à la fin, les gens font leur propre avis. Donc c'est débile. Et en plus de ça, quand on a des débats genre Buan contre Kid Buu, évidemment que tu vas le gagner, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Mais du coup, si c'est une compétition, ça me permet du coup de mettre directement. Je vais donner un gros L, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas. L, ça veut dire loser. Je vais donner un gros L au chef Otaku dans cette vidéo. Voilà. J'ai couché les fans de Naruto, les fans de Sasuke, les fans de Fairy Tail, les fans de Broly, les fans de Gogeta, les fans de Buan. Qu'est-ce qui te fait croire que les fans de One Piece 2B ont la moindre chance contre l'oracle? À un moment donné, voilà, quel est ton palmarès, j'ai envie de te dire. Et surtout, j'ai rien dit de mal sur One Piece, j'ai absolument pas dit que c'était pas génial, c'est génial One Piece. Voilà, c'est tout, c'est pas grave, bien évidemment dans cette. Et du coup, on en parle du retournement de veste. Comparé. C'est pas grave. C'est ouais, de toute façon, tu connais pas assez One Piece pour avoir un avis. Avec pour preuve à l'appui un extrait d'une vieille review qui date d'un an ou deux, où j'avais momentanément oublié qu'en fait Roger il s'était rendu et qu'il avait pas été capturé par la marine. Bon, c'est vrai pour le coup, j'avais pas été brillant, mais à chaque review je lis, bon, je me souviens plus tout à fait de tout One Piece parce que je l'ai lu il y a longtemps, donc voilà. Donc pourquoi l'utiliser comme argument? Alors oui, en fait, je suis pas vraiment un giga fan hardcore de One Piece, c'est-à-dire j'ai lu le manga une fois ou deux en entier, à plusieurs années d'intervalle. Je suis l'apparition du manga de manière sporadique. Je pense que c'est pas plus que ça veut dire le One Piece, mais bon, tu démerdes. Voilà, j'ai fait 2-3 revues à l'époque parce qu'on me l'a demandé, ça faisait plein de vues, mais je me sentais pas à l'aise dans cet exercice parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, One Piece, autant j'appréciais, je trouvais que c'était un très bon manga, il n'y a pas de problème, autant je me suis rendu compte que je suis pas vraiment un fan de One Piece. En fait, One Piece, je m'en bats plus ou moins les couilles. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste. Ouais. Parce que ça me touche pas particulièrement One Piece. Voilà, sans doute parce que je sais pas, peut-être que j'ai pas grandi avec One Piece, parce que moi à mon époque, One Piece existait certes, mais on était plus sur Bleach, Naruto, Hunter x Hunter. C'est de la merde. Cet argument est juste claqué au sol, tout simplement parce que l'ère de Naruto, Bleach, Hunter x Hunter sont sortis en même temps que One Piece. Ça s'appelle l'ère des Trois Rois, pour ceux qui sont trop jeunes ou trop vieux pour connaître. Ça s'appelle l'ère des Trois Rois. Pourquoi on appelait ça l'ère des Trois Rois? Parce que Naruto, Bleach et One Piece sont sortis avec relativement une année d'intervalle entre chacun des mangas, et que pendant plus d'une dizaine d'années, ils se sont partagés la première place et que ça a été la guerre absolument entre les trois. Donc dire que t'as grandi avec Bleach, Naruto et Hunter x Hunter qui est sorti en 98 alors que One Piece est sorti en 97, encore une fois, c'est un mensonge en fait. Les gens qui n'ont pas d'argument vont être d'accord, mais voilà, mais déjà, premier problème. Alors, on peut dire que, voilà, moi, par exemple, quand j'ai grandi, jusqu'en 2001, je ne connaissais pas One Piece, j'ai appris le français avec Dragon Ball, j'ai appris avec Naruto et avec Bleach. Pour moi, des trois, bon, Dragon Ball, je savais que c'était plus vieux, j'avais tous les tomes, mais entre les trois rois, du coup, je trouvais que Naruto était le plus poussé, je trouvais que Bleach était le plus beau et de manière générale le meilleur des trois, parce que je trouvais qu'il était assez proche de Naruto en termes d'écriture, etc. C'était celui que je préférais aussi des trois, et je trouvais que One Piece était le moins travaillé artistiquement, le moins travaillé en termes d'histoire. Évidemment, avec les années, bon, bah, ça a fait un gros 180, mais, parce que Tite Kubo a décidé d'arrêter de dessiner,
Je sais pas pourquoi, il a arrêté de faire des décors. Naruto, c'est devenu claqué au sol d'un point de vue narratif et d'un point de vue des personnages. L'évolution des personnages était juste absente, alors que je trouvais que One Piece a fait quelque chose qu'aucun autre manga ne pourra faire et n'a jamais fait, c'est évidemment créer un monde sans limite. Voilà, et si vous ne savez pas pourquoi, j'expliquerai un peu en fin de vidéo pourquoi est-ce que One Piece ne pourra jamais être égalé dans ce domaine-là. Mais en gros, c'est juste Shonen Jump qui ne veut plus avoir de manga de 90 tomes plus. Maintenant, c'est à peu près 50, c'est la grosse limite. Voilà. Mais bref. Encore une fois, ceux qui sont auprès de mon âge le savent, du coup, je suis One Piece assez tard. Non, tu as juste suivi One Piece assez tard. Si tu as suivi Hunter x Hunter, tu aurais pu suivre One Piece au même moment. Voilà, c'est pas grave, ça arrive, des fois, t'es pas fond dans un truc. Bon. Et alors oui, c'est vrai, je ne me souviens pas du tout de ce qui s'est passé dans le chapitre 652. Je serais bien incapable de citer ne serait-ce que la moitié des noms des membres de l'équipage de Roger, par exemple. Ouais, moi aussi. Je ne vois pas en quoi ça m'empêche d'émettre une opinion personnelle, je le rappelle, à propos d'un procédé narratif qui... Allez, on peut commencer. Je ne peux pas émettre d'avis sur One Piece parce que je le... même cohérent, bon. Juste ça, juste... Voilà, on va passer. Mais qui en réalité Ah voilà, le foreshadowing. suggère ce qui va venir dans son récit, à travers des signes avant-coureurs se manifestant par la mention de points d'intrigue a priori anodins entre le début et le milieu de l'histoire, mais qui en réalité annonce et prépare de manière sous-jacente le déroulement futur de celle-ci. Ces signes réapparaissent de façon plus significative lors d'un événement ultérieur, dévoilant ainsi leur véritable sens aux yeux du public. Oui, je viens de lire la fiche Wikipédia, sans pression aucune. Okay. Gros, c'est un concept pas si éloigné du setup et off ou fusil de Chekhov que n'importe quel youtubeur ciné a déjà expliqué 150 fois sur YouTube, donc tu t'énerves, tu vas voir qui tu veux et t'auras la définition de ce truc-là. À ceci près, si j'ai bien compris, que alors que le setup et off parle plus de résolution d'intrigue, le foreshadowing parle plus du déroulement de l'intrigue, de ce qui va arriver ensuite. C'est pas forcément une résolution. Pas émettre d'avis sur One Piece parce que je le connais pas assez. Il se trouve qu'il y a aussi la... a priori anodin entre le début et le milieu de l'histoire. Seulement une fois que la révélation ou que les événements seront arrivés. C'est un truc qui est un peu rétroactif si tu veux. C'est-à-dire, oh, il y a cette révélation. Alors. Je vais essayer d'expliquer le concept à ma sauce, ou comment je l'ai compris depuis toutes ces années, c'est que... Et c'est là le premier problème, tu n'as pas compris. Parce que le foreshadowing, c'est pas tu reviens en arrière. Ça, c'est un retournement de situation. Ça, c'est le cas de M. Night Shyamalan. C'est pas le foreshadowing. Le foreshadowing, c'est on te montre quelque chose que tu n'as pas possiblement vu dès le début, pour ensuite, après coup, comprendre ce qui va se passer au moment où ça arrive. C'est ça un foreshadowing. La technique de M. Night Shyamalan n'est pas du foreshadowing. Le foreshadowing, en fait, c'est le fait de semer des indices dans ton récit, dans ton univers, Ouais. qui sont censés être annonciateurs d'une révélation ou d'un événement particulier, d'un tournant majeur de l'histoire, mais le lecteur, le spectateur s'en rendra compte seulement une fois que la révélation ou que les événements seront arrivés. C'est un truc qui est un peu rétroactif, si tu veux. Oui, Alors, il y a cette mais c'est révélation, pas rétroactif. Mais oui, en fait, c'était clair depuis le début, en relisant le Oui. truc. Tu te dis, ah mais en fait oui, si j'avais fait attention, j'aurais déjà deviné en fait que machin c'est un tête, par exemple. Oui. Sauf qu'on va pas arrêter très longtemps, on n'a rien vu du tout. C'est juste qu'en relisant le truc, on se rend compte que l'auteur avait semé des indices qui pouvaient nous mener à la piste qu'il exploitait par la suite. Voilà. Et c'est pas du tout ce qu'il dit dans le reste de la C'est vidéo. complexe. Alors pourquoi, alors que c'est pas du tout le sujet de la vidéo à la base, j'ai parlé du foreshadowing d'Oda? Parce que justement, je parlais du foreshadowing d'Isayama. Et que pour beaucoup de One Piece, le maître absolu du foreshadowing, c'est Oda. Et pour faire comprendre à ces gens à quel point j'estimais le travail d'Isayama, j'ai dit que oui, Oda maître du foreshadowing, mais Isayama, autre grand maître du foreshadowing. Non, tu as dit que Isayama était plus haut. Tout à fait. Mais voilà. C'est pour ça que j'ai fait la comparaison. Que Oda est balèze, mais Isayama, c'est un autre délire. Ouais. C'est sincèrement ce que je pense, et si ça vous défrise, bah allez niquer vos les warriors si je suis. Ouais, je vais quand même t'expliquer à présent pourquoi j'en suis venu à avoir cette opinion sur un sujet plus que secondaire, mais quand même, je vais t'expliquer. Alors même si normalement t'as vu l'extrait de la vidéo, normalement si t'as 3 neurones branchés et fonctionnels, t'as compris Ça parle trop. Ça c'est cool, c'est super intéressant de revoir tous les petits easter eggs dissimulés un peu partout. Ça participe à rendre l'univers crédible et dense, et ça montre vraiment que c'est maîtrisé. Ceci étant dit, avec ou sans foreshadowing, le récit reste linéaire. Je veux dire, ok, quand tu vas relire, tu vas remarquer tous les petits détails un peu partout, et ça te fera plaisir, mais ça ne changera pas beaucoup le propos de l'histoire, le sens des scènes. Tu liras. Mais si, déjà, si, et de deux, si One Piece le fait pas, SNK le fait pas, hein, tout simplement. Quand même la même histoire. Exemple du dernier truc répertorié par les fans, le dernier chapitre de One Piece, le 981 si je dis pas de bêtises. Il y a Marco le Phénix là qui réapparaît, et il se trouve que sa dernière apparition était dans le chapitre 909. Soit il y a 72 chapitres, et hop, dans un color spread qui date de je sais pas quand, Marco tient une bouteille sur laquelle apparaît le chiffre 72. Hasard ou réalité? Bon, admettons qu'Oda est vraiment fait exprès. Qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça rajoute Probable. à l'histoire, à la narration de One Piece? Ça change tout. Ça, c'est quelque chose qui est, encore une fois, un mensonge, entre guillemets. Logical fallacy. En gros, il refute le fait que ça change. Sauf que ça change pas l'histoire en soi, mais ça change quelque chose de plus important, quelque chose qu'évidemment SNK n'a pas fait, parce qu'en fait, quasiment personne l'a fait. Comment interpréter les images? Ça, c'est quelque chose de très important. Déjà, Oda est l'un des seuls, et l'un des premiers aussi, à utiliser le page de début de chapitre pour mettre en place une sous-intrigue. Quelque chose que faisait par exemple One Piece, Dragon Ball, ou même d'autres mangas, hein, quasiment tous les mangas même, ils utilisent le début de chapitre pour montrer un peu ce qui va se passer dans le chapitre. Hein. Voilà. One Piece l'utilise pas, il l'utilise pour mettre en place des choses qui vont arriver plus tard. Buggy par exemple, Capone actuellement, le CP9, etc., etc. C'est un très bon exemple. En plus de ça, c'est quand même l'un des seuls artistes qui utilise des musclages
très très bien cachés dans les color spreads et dans les doubles pages pour montrer ce qui va arriver. On peut parler par exemple du foreshadowing de la mort de Ace ainsi que de la mort potentielle de Sabo avec l'utilisation des pommes et du 4, de la carte 4 qui se sont passés dans un des color spreads après l'apparition de Sabo. Ça c'est un exemple de foreshadowing. C'est un exemple de foreshadowing similaire à ce qu'on peut retrouver dans du Agatha Christie, c'est-à-dire Hercule Poirot, Miss Marple, etc. où en gros on donne au lecteur toutes les clés en main pour essayer de comprendre comment et pourquoi ça va arriver. C'est ça le principe de foreshadowing. Le principe de foreshadowing, c'est de pouvoir avoir la possibilité de montrer, de faire deviner au lecteur ce qui pourrait arriver ensuite dans l'histoire. Ce n'est pas forcément une résolution, mais juste dans la continuité de l'histoire. En plus de ça, on a eu plusieurs fois le foreshadowing de la symétrie entre l'aventure de Goldie Roger et l'aventure de Monkey D. Luffy. Du coup, il y a cet énorme foreshadow qui a déjà été un peu montré avec les chapitres sur Oden Kozuki. Donc, dire que ce n'est pas un foreshadowing est complètement faux, parce que ça change la façon dont on veut interpréter chaque image. Ça change la façon dont on regarde les images. Donc ça change le récit. Parce que ça change comment nous on expérience l'histoire. Donc c'est du foreshadowing. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on ne change pas en soi la compréhension de l'histoire que ce n'est pas du foreshadowing. Ça c'est un retournement de situation. Le foreshadowing n'est pas un changement de statut, d'un changement d'histoire. C'est deux choses très différentes. Excuse-moi, je t'entends pas. Vas-y. Donc si, c'est un changement. C'est bizarre, parce que vous gueulez tout le temps quand je pose une question simple et j'entends pas la réponse. C'est bizarre. C'est une vidéo, encore une fois. Elle est où ta réponse? Alors que dans Shingeki no Kyojin, à chaque révélation, à chaque retournement de situation... Alors, ce sont deux choses très différentes. Une révélation n'est pas forcément un retournement de situation, et aucun des deux ne sont franchement liés à un foreshadowing. Mais c'est pas grave. L'auteur avait semé tout un tas d'indices dans son univers et dans son récit qui auraient pu t'aider à te mener à cette conclusion. Non, justement, là où le SNK est beaucoup plus proche d'un Sir Conan Doyle, on ne regarde pas l'histoire d'un point de vue où on pourrait deviner, on pourrait comprendre ce qui va arriver ensuite sans que l'auteur nous donne la réponse. C'est ça tout le principe. Ou bien c'est par des déductions logiques, mais pas par des déductions d'observation. C'est ça la grande différence. Sherlock Holmes n'est pas un livre thriller de foreshadowing. On ne peut pas avoir de foreshadowing dans Sherlock Holmes parce que le principe de Sherlock Holmes est qu'il est évidemment trop intelligent pour nous. Du coup, nous on lit Sherlock Holmes à travers les yeux de Watson, une personne normale. Voilà. Et ensuite, on peut essayer de déduire des choses, mais ce sera soit de manière logique, mais pas grâce aux indices qui ont été donnés. Et c'est là la grande différence avec SNK, c'est que c'est plus proche de ça. On comprend après coup comment on en est arrivé là, enfin comment l'histoire en est arrivée là, principalement avec Sherlock Holmes, mais on ne peut pas y arriver sans avoir eu une logique derrière. Par exemple, je vais prendre l'exemple dans SNK que le grand spoil, je sais pas, je vais aléatoirement. Les titans sont dans les murs. C'est évident, vous voulez qu'ils soient où? C'est évident, mais rien ne donnait, à part quand ils l'ont dit, rien ne donnait d'indice pour savoir ça. Que les deux autres soient des titans, une fois qu'on a... déjà, une fois qu'on a vu Eren, on sait qu'il y en a d'autres. Si on sait qu'il y en a d'autres, ça veut dire qu'il y a des humains en dehors du mur, et du coup, c'est juste un déroulement logique. Mais c'est pas parce qu'on a eu des indices derrière. Voilà, ainsi que les personnes qui sont, du coup, les titans, encore une fois, ça commence à être assez logique, il suffit de voir comment est approché le manga. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, là où il y a eu du foreshadowing, ça a été le développement du titan d'armure et du titan titanesque, parce qu'on sait qu'au début de l'histoire, Marco était avec eux, ou en tout cas il était dans le groupe à côté d'eux, et que du coup, on sait que ils peuvent faire partie des suspects potentiels. Ça, très bien. Mais tout le reste, enfin beaucoup du reste, évidemment, n'impacte pas parce que c'est une suite d'éléments logiques. Il y a du foreshadowing. Non, je dis pas qu'il y en a absolument zéro. Je crois pas que ce soit possible de faire une histoire sans foreshadowing. Donc voilà. Mais de dire que une grande majorité de l'histoire de Isayama a du foreshadowing, non. C'est un déroulement logique et un retournement de situation pour essayer de faire changer la compréhension de certaines pages, mais ce n'est pas parce qu'on met des indices dans les pages précédentes. Genre, ah putain, c'est évident depuis le début, un peu comme certains foreshadowing dans One Piece, sauf que les foreshadowing dans Shingeki no Kyojin nous redonnent un autre sens à l'histoire qu'on nous raconte. C'est pas le principe du foreshadowing. Ça, c'est un retournement de situation, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Une fois que tu au courant de certaines choses, l'histoire n'est plus la même.
Et quand tu te rends compte qu'il y a tous ces foreshadowing avant, l'histoire n'est encore plus la même qu'avant. Non, C'est ce que je veux dire. non, la présence de foreshadowing ne change pas. C'est pas. Là, tu nous parles de sixième sens. Tu nous parles pas d'un foreshadowing, tu nous parles pas de élucider un mystère, là, tu nous parles de sixième sens qui change totalement la vision du film, selon si tu l'as vu ou pas. Selon le retournement de situation, pas le foreshadowing. Le foreshadowing te permet de comprendre la situation finale, qui, elle, est un retournement de situation. Mais ce n'est pas le foreshadowing qui est le retournement de situation. On lit une autre histoire. Prenons quelques exemples. Alors, je vais me contenter de prendre des exemples issus de ce qui a été révélé dans les 3 premières saisons de l'anime, histoire de pas trop spoiler. Hein. C'est débile parce que tu as spoilé One Piece. Utilise des... C'est débile. C'est pas grave. Voilà. Mais si t'as pas encore vu les 3 premières saisons de l'anime et que tu veux pas y spoiler, casse-toi en fait. Mets une alarme. La mort de Marco n'est pas celui de One Piece. Marco était un gentil, apprécié de tous, toujours positif et Marco, il est pas mort dans One Piece. plutôt bien classé niveau chasse aux titans. Meilleur pote de Jean, aptitude de leader, perso ultra apprécié, ultra prometteur, et boum, fin de la seconde bataille des titans, bataille du district de Trust. Alors que Jean va aider à nettoyer les dégâts, il tombe sur le cadavre de Marco à moitié mangé et s'en voudra toujours d'avoir laissé son ami mourir seul dans un coin saisi de terreur. Cette scène, a priori, nous rappelle que peu importe ton niveau d'engagement, ta bravoure, ta dextérité, la guerre peut te rattraper à tout moment et avec elle, la mort. La mort de Marco est une immense perte, elle est tragique, cruelle, injuste. Et le fait de l'avoir fait mourir hors champ accentue ce propos-là sur la fatalité. Sauf qu'il s'agissait d'un foreshadowing, et on s'en est rendu compte qu'à la saison 3, lorsqu'on nous a révélé comment Marco était mort. Il a été tué par Rainer, Berthold et Annie parce qu'ils les avaient entendus parler de leur mission d'infiltration. Ouais. Ils lui ont piqué son C'est pas un foreshadowing. Hein. équipement tridimensionnel et l'ont laissé en pâture à un titan. C'est pas ça le foreshadowing. Le foreshadowing, c'est le fait qu'il a été laissé dans cette équipe-là. Et que lui, il est mort. Et que lui, il est mort. Le foreshadowing, c'est ça. C'est pas le reste. Annie avait l'équipement de Marco en sa possession lors de l'arc du titan féminin. Du coup, la mort de Marco, c'est loin, n'a plus le même sens. Enfin si, elle a toujours le même sens, mais il y a un proto supplémentaire. Jusque là, Donc c'est pas un... Marco n'avait été qu'une victime collatérale dans la guerre contre forces naturelles inébranlables que sont, ou plutôt qu'étaient les titans. Marco n'était qu'une victime de la fatalité qui nous rappelait la cruauté du monde. Mais à partir du moment où Eren devient un titan, du coup, le sens... Enfin, je sais pas, hein, mais pour moi en tout cas, j'ai déjà compris qu'il y a d'autres personnes qui pouvaient se transformer en titan et qu'il y avait des personnes en dehors du mur. Donc, en fait, ça a jamais pris un deuxième sens. Mais c'est pas du foreshadowing. Maintenant, pour dire la vérité, Marco est toujours une victime, mais plus de la fatalité, Et encore une fois, ça peut pas être du foreshadowing. mais de la cruauté, de la haine, de l'absurdité de l'humanité. Oui, il gagne une valeur en plus, certes. Mais c'est quoi le rapport avec le foreshadowing? Il a été trahi, sacrifié pour servir un intérêt, un dessein, un pouvoir contre lequel il n'a rien pu faire et duquel il ne sait rien. Marco est mort sans savoir pourquoi, comme toutes les victimes de Frost et des titans à l'intérieur des murs. Ce n'est pas la fatalité, c'est les hommes qui ont choisi sa mort. Du coup, c'est encore plus tragique et injuste. En fait, je pourrais Encore une fois, c'est quoi le message derrière? C'est... Ça a pas changé la lecture du... Enfin, là, il a donné plein de choses que, dès le début, on aurait dû avoir. Je comprends pas. Ça change pas la façon dont le récit a été tourné. Il a juste rajouté un truc pour expliquer à la fin pourquoi avant. Mais ça explique pas... Le principe de foreshadowing, c'est que, à la fin, ce qui s'est passé avant amène à la fin. Là c'est l'inverse. C'est l'autre sens, là. Du coup, c'est pas du... avec cet exemple, mais j'ai encore balancé un ou deux histoire de voilà, par gourmandise. C'est le cas, on voit Berthold en arrière-plan par exemple. Tu la lis, tu te dis, le gars il est beau chelou parce qu'il est effrayé. Puis tu relis et tu comprends que ce bâtard était sur le point de se transformer. La scène est différente. Les premiers Alors, tu vois effrayé, toi? arrière-plan par exemple. D'accord. Tu te dis, Et pourquoi que lui? Pourquoi pas en bas à droite? Ou au milieu? Ou à gauche? Ou à droite? Ou en fait tous les persos parce qu'ils sont tous effrayés? le gars il est beau chelou parce qu'il est effrayé. Puis tu relis et tu comprends que ce bâtard était sur le point de se transformer. La scène est différente. Non, la scène est la même. Tu comprends? Ok, si tu veux, ok, si on part du postulat que ça, c'est un changement de récit. Kanjuro. Voilà, tout simplement, hein. Kanjuro. Tous les indices ont été donnés. Kanjuro. La mort de Ace. Pareil. Et la mort de Ace rétroactivement, du coup, tout le monde a commencé à s'intéresser au color spread. Et du coup, on n'a pas peut-être pas changé de l'histoire. Et encore, Kanjuro, ça a changé. Hein, c'est un foreshadowing très similaire à celui-là. Mais on a changé comment lire le manga. Ce qui est un peu plus impactant quand même que juste certaines scènes. Les premières pages du manga ou les premières secondes de l'anime, Eren se réveille d'un cauchemar et trouve que Mikasa a les cheveux longs. Bon, tu lis ça au début, c'est un peu chelou, mais on y prête pas trop attention. Puis boum, tu relis le manga et merde. Bon bah s'il veut pas spoiler, qui suis-je pour spoiler? Mais du coup dans ce cas-là, pourquoi utiliser cet exemple?
Enfin bref, j'ai démontré ce que je voulais démontrer. Hein. Non, tu n'as rien démontré, et en plus de ça, tu as utilisé de très mauvais exemples pour One Piece. Tu as démontré que certaines scènes dans SNK ne sont pas du foreshadowing, tu as démontré que quelques scènes de SNK sont du foreshadowing, hein, les deux derniers exemples, qui sont aussi extrêmement présents chez One Piece, et qui en plus de ça ne changent non seulement la compréhension de l'histoire, mais en plus de ça, la compréhension du manga en lui-même, de comment lire un manga, comment comprendre un manga. Donc dire que Oda ne fait pas du foreshadowing comme Isayama, non, parce que tu n'as tout simplement pas les outils en main pour permettre de dire ça. Voilà, c'est encore une fois une logique fallacieuse. Je sais pas si c'est le mot, mais c'est logical fallacy. Tu utilises les mauvais arguments. Mais c'est pas grave, on va continuer. Je vais pas te faire la liste de tous les foreshadowing parce qu'en fait ça sert à rien, ça n'a pas de... Bah tu devrais, parce que peut-être, si c'est ça les meilleurs foreshadowing, une page et un spoil, donc un spoil que tu n'as pas montré, donc je ne vais pas attaquer l'argument, hein. J'attaque que les arguments. Le principe d'un débat, c'est d'attaquer les arguments. Je vais pas faire ces arguments pour lui. Donc, c'est un spoil, donc je peux pas en parler. Enfin, il a digné que c'était un spoil, donc je peux pas en parler. Le deuxième, quelque chose qui a été fait maintes et maintes fois, et qui n'est pas vraiment unique à SNK, il n'est pas été le premier, il n'est même pas celui qui l'a fait le mieux, mais il l'a fait, tout comme One Piece l'a fait, sur 200 plus chapitres. Donc encore une fois, dire que Oda ne le fait pas ou dire que SNK est le seul à faire quelque chose comme ça, encore une fois, non, c'est juste pas vrai. Et le troisième que tu as montré, du coup, la mort de Marco, n'est pas un foreshadowing. Non seulement c'est pas un foreshadowing, mais en plus de ça, on peut le deviner dès le début, grâce à de la logique qui est plus similaire, par exemple, à de l'écriture de Sir Conan Doyle, qui n'utilise pas justement du foreshadowing, mais qui utilise des concepts je sais même pas ce que ce serait comme concept, c'est juste pour faire vivre une aventure au lecteur, parce que je suis désolé, mais il y a très peu de foreshadowing dans les Sir Conan Doyle, dans les Sherlock Holmes. Le principe c'est qu'on ne peut pas deviner. Le principe c'est que Sherlock Holmes devine pour nous, et que ensuite Sherlock Holmes nous explique ce que lui il a foreshadow lui-même. Mais c'est deux choses très différentes. On comprend comment Sherlock Holmes a agi, pourquoi il a agi de cette façon-là, mais nous, on n'arrive pas à comprendre ce que ça a amené. On le comprend parce que quelqu'un nous le dit au lieu de nous le faire deviner. Aussi, deux choses très différentes. Hein. C'est pour moi l'un des plus gros problèmes de SNK. La base numéro 1 de tout art visuel, montre-le nous, ne nous le dit pas. Voilà, SNK est le roi de nous le dire, mais pas de le montrer. Donc... Et aussi, on va parler du changement de l'histoire. Non, c'est débile, encore une fois, c'est pas ça du foreshadow. C'est même pas, c'est rien en fait. C'est le foreshadow de la mort de Marco, c'est pour le fait que les autres sont des titans, pour le fait que les autres font partie d'en dehors du mur et qu'ils ont une mission, etc. Voilà, là c'est le foreshadow. Mais tout le reste qu'il a dit n'est pas vrai en fait. C'est juste la compréhension de ce que toi tu as interprété derrière cette mort. Et encore. Ouais, Oda est un génie et Isayama est aussi un génie, c'est incontestable. Ouais, c'est important de le dire. Mais je pensais que t'aimais pas quand les gens ils faisaient entre les deux. Une totale maîtrise de leur récit, de leur univers, de leur personnage. Et on suit chacun habilement développer tout ça. Et dans les deux cas, Du coup, on va parler d'un foreshadowing assez drôle. Usopp. Le fait que tous les mensonges que Usopp a dit depuis le début commencent à être une réalité un par un. Ça, c'est du foreshadowing, par exemple. C'est littéralement la définition de foreshadowing. Ou bien, encore une fois, Kanjuro. Ou bien, encore une fois, la mort de Ace et la future mort de Sabo. Ou bien, le Barbe Noire. Tout ce qui est autour de Barbe Noire, c'est probablement du foreshadowing. Le fait qu'évidemment, il ne dorme pas. Le fait qu'il a 2 fruits du démon. Tout ça, c'est possiblement lié à une situation de fin qu'on n'a pas encore assez de clés en main pour vraiment comprendre. Mais qu'on pourrait comprendre si quelqu'un a le bon raisonnement. Tout ça, c'est des excellents exemples. Tout le principe des color spread, et ce sont des foreshadowing. Donc, je comprends. ça c'est assez bluffant de voir à quel point tout est calculé et depuis très longtemps. Oda a quand même 23 ans de continuité, si je ne pas conneries. Et c'est pas rien, mais ces 2 œuvres ne se lient pas. Et heureusement, alors foreshadowing ou alors easter egg. Sinon, ça serait rien de ouf. Les deux proposent une approche différente du foreshadowing, car la structure même de leur récit. Non. Et c'est là le problème. C'est que tu allais avec la facilité, mais tu n'as pas utilisé les arguments pour One Piece, donc déjà... C'est une logique fallacieuse, je connais pas le mot, c'est pas grave. Non, j'ai déjà démontré à travers l'exemple que One Piece et SNK utilisent le foreshadowing pour la même approche. Déjà, en plus, la moitié des exemples que tu as donnés pour SNK sont pas des foreshadowing, mais c'est pas grave. Mais du coup,
le... Vas-y. En quoi ça change les foreshadowing de One Piece contre Les différents SNK? qui semblent selon moi être tournés vers le futur, tandis que SNK semble plus reposer sur un cycle qui... Ok, ça montre que tu n'as jamais lu One Piece, ou que tu n'étais jamais intéressé à One Piece, et ça veut dire que même tes recherches étaient pas bonnes. Parce que tout le monde parle de la symétrie passé-futur qu'a One Piece. Que l'histoire de Roger et l'histoire de Luffy sont liées. Que tout le principe du passé se répercute. Oh non. Et en plus, tu n'as pas donné d'argument pour SNK pour ça, tu le dis. Et après, tu dis que c'est un spoil si tu l'expliques. Or, tu as déjà spoilé l'arrivée de Marco qui est arrivé, je rappelle, hier. En sortant de ta vidéo. Hier. Ce qui est bullshit. Si tu veux aller au bout de tes arguments, va au bout de tes arguments et dis fuck au spoil quand même. Donc, non. Tout simplement, avec les arguments que tu as donnés, tu n'as pas prouvé que Isayama utilisait le foreshadowing différemment de Oda. Alors, on peut répondre à cette vidéo avec d'autres arguments, mais le principe n'est pas là. Le principe d'un débat, c'est que j'attaque les arguments qui ont été donnés. Ah non, je vais spoiler. Ils ont tous les deux de très bonnes choses, et le but de ma comparaison n'était pas de mettre en valeur l'un par rapport à l'autre ou de dire que l'un est meilleur que Bah, l'autre, si. c'est catégorique. Ça ne... Si, ta comparaison a été faite pour comparer... Tu as fait ça parce que tu savais que ça irait faire chier les One Pieceux. Je comprends. Mais évidemment que tu le savais. T'es pas con quand même. Sois pas là à essayer de faire entre les deux alors que 20 minutes plus tôt, tu disais que les autres youtubeurs animés, ils essaient de faire entre les deux. Et là, t'es là à essayer de faire entre les deux. J'aime bien ce mouvement. Arrête de prendre les gens pour des cons quand même. C'est... Ça n'aurait aucun sens, ça n'aurait aucun intérêt, et au pire, de toute façon, ça serait juste totalement subjectif. Ouais. Comme toutes les choses sur ma chaîne. Oui, donc pourquoi tu es là à te dire que One Piece et SNK c'est au même niveau? Non, dis ce que tu penses honnêtement. Tu préfères SNK. Peut-être. Moi, je préfère One Piece. Certes. Je vois pas ce que ça apporte au débat. Je comprends pas. D'ailleurs. Cependant, il n'y a absolument rien de répréhensible à dire que selon moi, les foreshadowing d'Isayama sont beaucoup plus atypiques et techniques. Ils le sont pas, c'est des foreshadowing de base. C'est comme les gens qui disent que dans Citizen Kane, la métaphore visuelle est tellement bien, la table elle se grandit pour montrer que le couple il s'éloigne. Il y a eu ça dans les médias, dans les arts écrits depuis belle lurette, et il y a eu des métaphores qui étaient tellement mieux retournées. Le foreshadowing de Isayama est basique. Voilà, tous les exemples que tu as donnés est très basique. Utiliser un dessin où un personnage exprime la peur pour montrer une situation future dont on n'a pas la connaissance est quelque chose qui a été fait, refait, re-refait. One Piece l'a fait à ses débuts, Naruto l'a fait, Bleach l'a fait, Hunter x Hunter l'a fait, Dragon Ball l'a fait, etc., etc., etc. Ce n'est pas quelque chose d'atypique. C'est pas non plus intéressant. La mort de Marco, parlons-en. Pour toi, ça a rajouté une nouvelle connotation par rapport à la cruauté de l'homme, par rapport au désir de vouloir faire les ordres, de vouloir répondre aux ordres, qu'on a des attentes, etc., pour le bien de l'humanité, etc., etc. Et c'est pas des thèmes qui sont très nouveaux. C'est même assez basique. Je conseille Neon Genesis Evangelion si on veut des thèmes similaires à ça. Voilà. C'était même avant One Piece, hein, Neon Genesis Evangelion. Donc, dire qu'ils sont atypiques ou intéressants ou innovants est faux. Ou en tout cas, les arguments que tu as utilisés ne sont pas les bons pour montrer ça. Que de ce que tu peux voir dans One Piece, parce qu'ils ont un effet rétroactif sur le déroulement du manga en fait, sur le sens qu'a le manga. Non. Ça, c'est un retournement de situation. Encore une fois. Que le foreshadowing ne parle pas d'une recompréhension. Ça te donne des indices, ça te donne des petites pépites pour comprendre la suite. Mais si tu les remarques une fois que la suite elle est passée, c'est plus du foreshadowing. C'est juste des indices. Et du coup, ça n'impacte plus rien. C'est pas ça le foreshadowing.
Le foreshadowing, c'est les cartes dans les color spreads de One Piece. C'est le fait que Kanjuro soit présent dans toutes les scènes où les plans de l'alliance Mugiwara, Law, Minx, enfin Pirate, Minx, Ninja a été niqué. C'est le fait que Sabo reprenne la carte derrière. C'est le fait que Marco apparaisse avec une bouteille avec écrit 72 parce qu'il apparaît dans 72 chapitres plus tard. Ça, c'est du foreshadowing. Un retournement de situation, c'est quelque chose de différent. Mais encore une fois, ton argument n'était pas que SNK utilise des retournements de situation mieux que One Piece. Tu es parti du fait que Isayama utilisait mieux le foreshadowing. Ce qui est, évidemment, faux. Parce que tu ne l'as pas montré, tu n'as pas arrêté soit de montrer des retournements de situation, soit les foreshadowing que tu as montrés étaient basiques au possible. Du coup, encore une fois, je m'en fous s'il y a d'autres arguments derrière. Tes arguments actuellement ne tiennent pas la route. Donc, prends ce petit L. Tu as perdu ce débat-là. Parce que tu peux ensuite faire une vidéo réponse en rajoutant d'autres exemples, peut-être plus mieux réfléchis. Peut-être. Mais dans ce cas-là, on irait dans un truc sans fin, parce que dans One Piece, il y a 1000 chapitres où je pourrais m'inspirer, et dans SNK, tu pourrais commencer à bullshit à ce que représente chaque scène. Je pourrais faire la même dans One Piece, et après, évidemment, ça n'aurait aucun sens. Le principe, c'est qu'il n'y ait pas de fin, et que je donne les cartes en main. Je ne dis pas que Isayama ou que SNK sont mauvais, bien évidemment. Je dis juste que dans le foreshadowing, l'utilisation du mot foreshadowing actuellement n'est pas bonne, et je dis que le chef a tort. C'est les deux choses très différentes. Si on veut me montrer 1 milliard d'exemples de foreshadowing, faites. Mais moi, j'ai prouvé mon point. J'ai prouvé mon point que le chef a eu tort. Le chef a eu tort. Voilà, dans cette situation-là. Voilà, c'est tout. Mais on va continuer. Et puis même, je pourrais parler du retournement de situation dans One Piece, mais... Vous savez quoi, j'ai pas besoin parce que le débat n'est pas orienté autour de ça. Le débat c'était le foreshadowing. Du coup j'ai pas besoin. C'est ça qui est beau dans un débat, c'est que quand l'autre il fait du hors-sujet, bah... C'est free win, les gars, c'est gratuit. Mais bon, pour un peu de discussion, on va parler très rapidement des retournements de situation dans One Piece. Qui du coup font une nouvelle compréhension. Kanjuro. Déjà, juste Kanjuro. Tout simplement. Kanjuro est un exemple parfait de foreshadowing plus retournement de situation. Le foreshadowing amène à un retournement de situation qui change la façon dont on a lu l'histoire. En plus de ça, il y a le changement de situation du lecteur en soi, encore une fois, avec les color spreads qui nous font changer la compréhension des messages dans les images de One Piece. Quelque chose que très peu, voire aucun de mangaka. Il y en a quelques-uns, je pense, on va me sortir des noms. Donc je vais dire très peu de mangaka ont fait. Mais Isayama ne l'a pas fait. Encore une fois, ça c'est quelque chose d'atypique. Je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est différent, ou que c'est mauvais ceux de Isayama. Tu as juste dit que les retournements de situation et les mince, comment ça s'appelle? Merde, le foreshadowing de Isayama étaient atypiques. Non, ceux de One Piece sont atypiques. Ceux de One Piece sont innovants. En plus, ceux de One Piece, c'est plus ou moins ceux qui ont mis en place ceux de Isayama actuellement. Mais bon. Ça ne veut absolument pas dire que la narration d'Oda est moins bonne ni pas intéressante. Ça n'a rien à voir, surtout. Tu n'as pas besoin de Bon, en vrai, je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas trop d'histoire où il n'y a pas de foreshadowing, mais c'est pas nécessaire d'avoir du bon foreshadowing pour faire une bonne histoire. Ça, c'est très important. Tout comme il n'y a pas besoin d'avoir un développement de personnage pour que l'histoire soit bien. En fait, quasiment rien n'est obligatoire dans un livre, c'est juste comment tu utilises ce que tu appliques. Voilà. Et par exemple, Isayama applique plein de bonnes choses. Mais... aucun de ce que tu as dit, donc c'est pas grave. Je dis juste que selon moi, la narration d'Isayama est plus intéressante. Mais la narration n'est pas liée au foreshadow. On va parler, si tu veux, mais dans ce cas-là, développe. Quoi, la narration est entièrement basée sur le foreshadow? Encore une fois, j'ai déjà expliqué que Isayama n'appliquait pas une des règles de base dans les médias visuels, dans l'art visuel, qui est « ne le dis pas, montre-le ». Voilà, tout simplement, on peut le voir avec l'histoire de Historia. La narration de Isayama est très basée sur l'explication et non pas basée sur le montrer. Un manga, ça se lit, mais ça se regarde aussi. Un animé, ça s'écoute, mais ça se regarde aussi.
Et pourtant, la partie regarde n'est pas présente en termes de narration. C'est très joli, visuellement, en tout cas en animé. Je suis désolé, mais en termes de narration, en tout cas des arguments que tu as donnés, et de l'argument que moi j'utilise de « arrête de nous le dire, montre-le », eh ben, non, en fait, non. Alors, on peut apprécier ce style de narration-là. Mais moi, pour moi, un manga, ça se regarde. Ça se lit, mais surtout, ça s'observe avec les yeux. Parce que c'est des dessins, c'est de l'art. Chaque trait est supposé avoir une raison d'existence, une raison d'être. Bah, pas forcément très compliqué, hein, ça peut juste être parce que je veux avoir les cheveux noirs, hein, mais voilà. Et actuellement, entre ça et la narration écrite, du coup, et la narration visuelle qui reste très bien, mais pas incroyable, et la narration écrite qui est pour moi correcte sans plus, non, voilà, non. Tout simplement. Alors, après, il y a plein de choses que Isayama fait de mieux que Oda, évidemment. Parce que je suis d'accord, Oda est un putain de génie, mais je suis désolé de vous le dire, et ça n'importe qui d'un peu sérieux dans le sujet pourra te le dire, narrativement parlant, il n'invente absolument rien, c'est du classique. Alors, en termes d'histoire, peut-être, et encore, ça se débat, mais oui, en soi, il a inventé aucune technique, enfin si, il a quand même inventé plein de techniques dans l'art du manga, mais dans l'écriture narrative, non. Bien que il se soit l'un de ceux qui utilisent le mieux le concept de planche progressive. Mais bon, soit, hein, le principe qu'une discussion avance sur une planche plutôt que ce soit un pavé, et juste suffit de regarder dans l'ordre. Voilà, sauf que Oda, il a poussé ça beaucoup plus loin. Donc, encore une fois, je serais pas forcément contre, mais je suis pas complètement d'accord parce qu'il a quand même redéfini l'art du manga. Et dire le contraire serait totalement faux. Alors aujourd'hui, ça paraît basique. Mais parce que c'est lui qui a tout fait. Non, je rigole, il a pas tout fait. Mais c'est lui qui a mis en place énormément de codes que actuellement beaucoup d'autres mangaka utilisent, dont Isayama. Donc voilà. Et dire que Isayama a inventé des choses... Non. Encore une fois, non. Pas vraiment. Un concept de mort permanente, Berserk l'a fait bien avant... des retournements de situation qui changent totalement la valeur de certains personnages. Berserk l'a fait, encore une fois. Voilà, Gurren Lagann l'a fait aussi en animé. Beaucoup des histoires de Clamp, Steins Gate l'a fait. Même Naruto possiblement l'a fait. Ah, il y a Bleach aussi qui l'a fait un peu mieux. Peut-être pas mieux, mais en tout cas il l'a fait avant. Ouais, non, j'avoue que selon l'argument que t'as donné, en vrai, Senka, ça a rien fait. Et pour moi, c'est vrai, mais Senka n'a rien fait de nouveau. C'est juste qu'il a pris tout ce qui avait été fait avant, et il a réussi à le faire très bien. Mais sauf que c'est l'argument que tu vas donner à Oda, ce qui est l'inverse. Oda est celui qui a innové l'art du manga. Oda est celui qui a donné plus d'outils aux autres qu'il n'a pris des autres. Isayama est celui qui utilise les outils des autres afin de faire son propre outil. Et c'est très bien, Mais l'argument de machin a innové parce que machin patati patata n'a absolument aucun impact sur le débat. Tout simplement parce que même si Oda avait fait tout ça, et je vais prendre l'exemple parfait de Bleach, Bleach a été l'un des premiers mangas à utiliser parfaitement l'utilisation du vide. Alors, qu'est-ce que l'utilisation du vide dans l'art ? Allez sur Wikipédia, je suis pas un critique d'art, voilà. Mais il utilise énormément l'art pour exprimer ce que ressent le personnage, ce que ressent l'environnement du personnage, et de montrer une absence ou une certaine, concentration, ou une absence d'émotion de la part du personnage quand on utilise le vide, en général, pour essayer de se focaliser sur le personnage plutôt que sur son environnement, et de montrer que le personnage mange son environnement. Évidemment, Tite Kubo est l'un des maîtres de ça, parce que tout le principe de son manga, en fait, c'est que les personnages ont un Reiatsu qui peut manger l'environnement, ainsi que le personnage qui est en face de lui. Du coup, Tite Kubo a plus ou moins mis en place le principe de vide dans le manga. En tout cas, c'est lui qui l'a vraiment popularisé. Voilà, qu'il a fait de manière extrêmement bien à ses débuts et qu'il a en plus popularisé. On peut le retrouver par exemple récemment dans les chapitres de Hiroshiki dans My Hero Academia avec tout le principe de Shigaraki qui mange les pages et c'est assez incroyable de voir ça. Mais c'est pas parce que Tite Kubo est celui qui l'a créé que forcément Hiroshiki sera du coup moins bon dans cet aspect-là. Hiroshiki a su le maîtriser. Pareil pour Isayama.
dire que Isayama n'a rien inventé ne serait et penser que ça veut dire que Isayama c'est de la merde, c'est encore une fois faux. Isayama utilise énormément de choses que d'autres personnes ont inventées, il a peut-être rien inventé lui-même, mais le fait d'utiliser les outils des autres pour se créer soi-même sa propre arme, c'est une bonne chose, c'est comme ça qu'on est supposé aller de l'avant. Exceptionnellement bon si tu veux, mais ça reste du classique. Tandis qu'Isayama, Bah non, c'est lui qui a créé le classique. quand il est un peu sérieux dans le domaine, il dit la même chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça sort des sentiers battus. Non, justement, déjà, tout le concept de SNK, c'est Gohan Lagann. Gohan Lagann l'a fait 7 ans plus tôt. Déjà, le concept de base de SNK, 7 ans plus tôt, ça a été fait avec Gohan Lagann. Donc voilà. Et en plus de ça, encore une fois, le foreshadowing n'est pas non plus sorti des sentiers battus, c'est du foreshadowing assez basique, de ce que tu nous as montré. Que Oda en plus a fait bien avant. Les retournements de situation en plus de ça sont assez faciles à comprendre pour justement n'importe qui a déjà lu un manga dans sa vie, il va pouvoir te dire que en fait, alors honnêtement de tous mes potes qui ont lu des mangas, aucun n'a été choqué que Eren soit un titan. Aucun n'a été choqué qu'il y ait d'autres titans, que les titans soient dans le mur, que Annie soit un titan, que les deux autres soient un titan, parce qu'il avait compris quand même très récemment, enfin très facilement, c'est pas très dur à deviner, et qu'il y a des humains en dehors du mur. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un manga pour nouveau. Parce que c'est le cas. Parce qu'ils utilisent des codes que seul le manga connaît. Ce qui le rend certes très différent pour ceux qui n'ont jamais lu de manga. Mais pour ceux qui ont lu des mangas, en tout cas, moi, je ne connais personne qui a été surpris de SNK. Personne. Et ça fait 20 ans que je lis des mangas. Et ça fait longtemps que je vais à Japan, je me suis fait quand même pas mal d'amis. Pas beaucoup, mais quand même un certain nombre. Donc je pense, genre des 20 ou 30 potes qui lisent des mangas avec moi, aucun n'a été surpris des déroulements, des retournements de situation de SNK. Alors peut-être qu'on est tous des super génies. Ou bien peut-être, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est très propre aux nouveaux lecteurs de manga. Ça fait 8 ans que t'es sur... je sais pas combien de temps ça fait que tu connais que tu lis activement beaucoup de mangas. Mais en tout cas... en regardant ce qui a été fait précédemment, SNK n'a rien fait vraiment d'incroyable. Très honnêtement. Tout le concept d'humanité, tout le dilemme autour de l'humanité et de la mission et de l'ordre et de la personnalité, de l'individualisme qu'il y a autour de SNK, Neon Genesis Evangelion l'a fait avant. Oda va nous sortir une dinguerie qui nous fera. Il y en a déjà eu tellement, le fait que tu ne l'acceptes pas, c'est encore une fois... Ah, c'est comment on appelle ça déjà quand en fait on veut pas admettre un point et qu'on décide d'ignorer l'argument. Je sais pas. Revoir le manga totalement différemment, c'est pas impossible non plus. Mais pour l'instant. Mais c'est pas important surtout. On n'a pas besoin d'un retournement de situation. Rien qu'à voir M. Night Shyamalan, il est tellement obnubilé par le retournement de situation que tous ces films c'est de la merde. Arrêtez de penser qu'un retournement de situation est nécessaire pour faire une bonne histoire. Ce n'est pas le cas. Un bon retournement de situation aide énormément à créer une histoire encore mieux. Mais pour qu'un retournement de situation soit bien, faut que l'histoire soit bien. Et actuellement, SNK n'a pas besoin d'un retournement de situation pour qu'il soit bien, parce que il fait d'autres choses mieux. Le retournement de situation dans SNK a été claqué au sol. Tout le principe de revoir totalement différemment le début du manga est absolument dévasté par le fait que c'est logique. Ce n'est pas comme s'il y avait des indices qui nous permettaient de comprendre, c'est donné. Avec 2 de QI, tu le comprends. Il y a d'autres retournements de situation dont je ne parlerai pas parce qu'ils n'en parlent pas. Donc avec les arguments que tu as donnés, tu ne peux pas utiliser cette conclusion. Tu n'as pas donné les outils en main pour l'expliquer. Tu as montré des retournements de situation en les appelant des foreshadowing, ce qui est faux. Et en plus de ça, tu utilises des retournements de situation qui sont classiques. Et le foreshadowing que tu as utilisé est un foreshadowing qui a été utilisé 20 ans plus tôt dans de multiples mangas, que même Berserk, le parrain de tous les seinen, a utilisé à son début. Tu ne peux pas faire cette conclusion. Tu peux faire la conclusion que tu n'as pas utilisé les bons arguments. C'est tout. Tu ne peux pas non plus faire la conclusion à propos de One Piece parce que tu n'as pas expliqué pourquoi. Tu n'as pas montré d'exemples. Tu as montré les exemples d'indices il a parlé de Jinbei au tome 5, Jinbei apparaît au tome 40. Ça, c'est pas du foreshadowing. Ça, c'est juste de la création d'univers. Un foreshadowing, par exemple, c'est
Kanjuro. Un foreshadowing, par exemple, c'est la mort de Ace. Un foreshadowing, par exemple, c'est la future mort de Sabo, qui peut ou pas arriver. Un foreshadowing serait évidemment le vrai principe des dés qui a peut-être été un peu titillé. Ou bien à propos de Laugh Tale, ou bien à propos de Marie-Joise, ou bien tout ça c'est du foreshadowing, et ça peut avoir des ramifications sur le début du manga. On peut comprendre certaines choses du début du manga qu'on ne comprenait pas avant. Mais le principe de One Piece, c'est de faire une aventure en continu. Il y a une symétrie entre le passé et le futur, et le passé influencera toujours le futur, certes, mais ce qui influe le futur ne va pas forcément influer sur le passé, parce que le principe de l'écriture de Oda ne veut pas cette chose-là. Ce qui se passe après n'impacte pas ce qui s'est passé avant, parce que le foreshadowing, c'est ça. Ça ne change pas comment l'histoire se déroule ou se comprend. C'est comment l'histoire se déroule et se comprend permet ensuite de comprendre la fin ou de comprendre ce qui va arriver ensuite. Un retournement de situation n'est pas lié forcément à un foreshadow, et un foreshadow n'est pas forcément lié à un retournement de situation. C'est pas des choses qui sont similaires. Tu parles de deux choses très différentes, et en plus de ça, dire que One Piece n'a pas de retournement de situation est encore une fois faux. Donc, on a hâte de dire de la merde, c'est bon? Est-ce que je peux finir la vidéo sans que tu dises une dernière connerie? Pour l'instant, au point où on en est, je préfère l'approche d'Isayama. Voilà. Est-ce que c'est un crime? Je ne sais pas. Quelque part, Non, t'as le droit. Au final, tout ça, ce n'est que mon avis. Et Oui. j'ai le droit d'avoir un avis dans Oui. cette société, quand même. Après, si Oui. tu es pas d'accord, bon, bah, c'est pas de sa c'est ton problème. Mais viens pas me casser les couilles avec des arguments foireux. Je veux dire. Tes arguments sont foireux, et deux, évidemment que si on peut venir attaquer tes opinions. Surtout quand tu te fais passer l'oracle de la passion et que tu essaies d'expliquer avec des arguments comment t'en es arrivé là. Sauf que du coup, si tes arguments ils sont mauvais, bah on peut les attaquer. Comme toi tu le fais. Oh là là, il avait mis un 72 sur ce color spread d'il y a 6 mois alors que ça fait 62 chapitres. Bon bah les couilles, c'est pas un argument ça en fait. Bah si. Au mieux en fait, ce que vous me montrez en faisant votre listing à la con sans analyser derrière si tu veux, c'est que Oda fait beaucoup plus de foreshadowing, d'easter eggs que si tu veux dans One Piece que dans SNK. Ce qui en fait n'est pas du tout pertinent. Ça prouve juste qu'il y en a plus, ça prouve pas que c'est plus intéressant à analyser. En fait, ce que je veux dire, ça ne prouve pas qu'il narrativement ça apporte quelque chose. Donc juste. Ouf. Encore une fois, il y a une énorme différence, et tu parles d'un postulat qui est faux de base. Mais dis-moi lequel des deux est plus intéressant. Donc, ça va être un petit exercice très simple, petit exercice. Celui qui suit les codes et qui essaie de le faire mieux que tout le monde, ou celui qui casse les codes. Je suis désolé, l'argument n'est pas bon. Tu ne peux pas dire qu'on s'en fout si le color spread, il a le tome 72 parce que blablabla. Tu ne peux pas dire ça. Tout simplement parce que aucun manga ne le fait. Donc ça le rend plus intéressant. Donc ça le rend plus innovant. Donc ça fait en sorte qu'il sort des sentiers battus, alors que SNK, tu n'as pas prouvé que c'était le cas. Tu l'as juste dit. Et c'est le problème de SNK. Arrête de nous le dire, montre-le nous, bordel de cul. Voilà. Le problème du chef, là, c'est qu'il fait les erreurs de SNK. Il nous le dit. Et c'est tout. Au lieu de nous le montrer. Tu peux l'expliquer autant de fois que tu veux, hein. Mais sauf que tu nous l'as pas montré. Voilà. Ah ouais. Une liste. Vous êtes des cons en fait. Mais toujours dans le respect, l'amour et la passion. Hein. Mais c'est pour vous améliorer que je dis ça en fait. Ouais. Parce que oui. Et bah, pareil. C'est pour que tu t'améliores que je dis ça. Parce que là, tes arguments, ils sont claqués. Je ne suis pas un aficionado hardcore de One Piece, et j'ai certainement beaucoup de lacunes sur l'univers. Mais en manga en général, ou même en termes de narration, lesquels parmi les One Pieceux peuvent venir me tenir la jambe et faire genre. Moi, quand tu veux. Quand tu veux. Vas-y, je sais pas. Bon, en vrai, il y en a pas beaucoup, hein, donc je dis pas ça pour faire argument d'autorité. Mais je veux dire, à partir du moment où tu veux te lancer dans un débat avec quelqu'un en présentant des arguments, surtout quand c'est moi en face, au lieu de venir avec des insultes et un listing à la con qui ne montre rien, qui reste même hors sujet, bah bosse un peu ton dossier. Parce qu'en fait. C'est quoi la carte miroir? C'est quoi? Miroir magique? Dans Yu-Gi-Oh! Miroir magique, c'est ça? Voilà, bref. Je vais pas continuer. Ça sert à rien de continuer. Je vais être honnête. Soyons honnêtes. Ça sert à rien de continuer. J'ai déjà montré maintes et maintes fois pourquoi les arguments ne sont pas valides. C'est tout.
Alors, est-ce que le chef a tout le temps tort? Non. Moi, je suis fan du chef depuis qu'il a 40 000 abonnés. J'aime beaucoup ses vidéos. À chaque fois qu'il met une vidéo, je mets un like. Peut-être que parfois, j'ai pas le temps de la regarder. Peut-être que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup moins. Peut-être que c'est sur un manga que je m'en fous parce que j'ai déjà lu, j'ai déjà mon avis dessus. Évidemment, encore une fois, hein, c'est que son avis. Hein. Moi, mon expérience sur les mangas est très différente de la sienne. Donc évidemment, il y a des vidéos que j'aime pas, il y a des vidéos que j'aime beaucoup. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec ses arguments ou ses opinions que je trouve qu'il n'a rien à dire. C'est toujours intéressant d'avoir les opinions des autres. Mais, là je ne parle pas des opinions, je parle des arguments. Et les arguments que tu as utilisés, le chef, si jamais tu vois cette vidéo, ils sont éclatés. Je suis désolé, ils sont éclatés. Mais, j'espère que tu ne vois pas cette vidéo comme une insulte. Évidemment, j'ai essayé de jouer un peu sur l'insulte, enfin sur la taquinerie, parce que ça rapporte des vues, tout simplement. Mais voilà, ceci n'est pas une insulte. Hein. Voilà, c'est une attaque sur tes arguments, et c'est tout. Parce que les arguments n'étaient pas de taille. Voilà. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Et voilà, c'est la première vidéo de cette chaîne manga. On verra si j'en fais d'autres. J'ai plein de choses dont j'aimerais parler. J'ai jamais le temps et j'ai pas le temps d'écrire mes scripts. Donc c'est un peu sur le tac au tac. Donc voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu. Ciao,